tous et à toutes. Donc François Tinel, je suis directeur des entreprises du territoire et des flux de Crédit Agricole Normandie-Seine. Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est une caisse régionale donc, du groupe Crédit Agricole qui couvre 2 départements, l'Eure, la Seine-Maritime. Et sur ces 2 départements, moi je m'occupe des centres d'affaires entreprises. Les centres d'affaires entreprises étant toutes les entreprises de plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, des institutionnels, promotion immobilière, des grandes associations, de l'innovation avec un village qui est un accélérateur de start-up basé à Rouen, et puis de tout ce qui va toucher à la monétique, aux moyens de paiement, donc vos cartes bancaires, vos flux. Donc j'essaye de faire que tout ça fonctionne et que vous ne soyez jamais bloqué avec. Vous n'êtes pas beaucoup. Crédit Agricole, oui. Crédit Agricole Normandie-Seine, bon, je pense que tout le monde connaît, la marque est relativement connue. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que au-delà d'être le leader de la banque des particuliers, puisqu'on a en gros un haut normand sur 3 qui est client du Crédit Agricole Normandie-Seine, on est aussi leader sur le marché des entreprises, des professionnels, de l'agriculture, vous vous en doutez, c'est dans le nom. Mais globalement, on couvre avec nos centres d'affaires l'ensemble du territoire et une entreprise sur 4 sur 3 est cliente en fonction des critères que l'on retient du Crédit Agricole. Est-ce que je commence? Allez-y François, pas de souci. Alors allons-y. Donc le PGE, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé nous dans la banque en 2020 et qui continue de nous occuper en 2021. Alors j'imagine si vous êtes là que c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Peut-être pour revenir, avant de rentrer directement dans le sujet qui est le cœur de cette présentation, qui est que faire avec son PGE en 2021, revenir un peu en arrière pour repréciser ce qu'est le PGE dans l'absolu. Alors évidemment, le PGE, c'est un prêt. D'abord un prêt court terme qui donne une option de pouvoir être amorti, mais c'est d'abord une convention entre le ministère des Finances et la Fédération bancaire française dans un contexte d'urgence qui était le contexte du confinement l'année dernière. Et rappelez-vous, dans ce contexte de confinement, la question qu'on se posait, c'est est-ce que l'activité économique serait résiliente? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Et si elle doit s'arrêter, comment on permet aux entreprises de maintenir des niveaux de trésorerie pour faire face à cette crise et pouvoir rebondir par la suite? C'est dans ce cadre-là que le prêt garanti par l'État a été inventé, avec un engagement des banques françaises qui était d'être très positif, très acceptante sur ce prêt, avec un coût qui soit relativement limité. Donc le relativement limité, ça veut dire sans marge. Donc pour le Crédit Agricole, par exemple, c'est relativement simple, c'est 0. Et puis en contrepartie, l'État a accepté de donner une garantie à hauteur de 80-90% en fonction des ETI et des PME, je mets de côté les grandes entreprises, de manière à ce que, en contrepartie de cette acceptation facilitée, les banques aient une garantie qui leur permette de porter un regard plus rapide sur les dossiers qui leur seraient présentés dans un contexte de forte incertitude. Ça, c'est le contexte. Le PGE, à quoi ça sert? Ça sert d'abord à compenser la trésorerie perdue par la crise, pendant la crise. Donc, on est bien sur un sujet de trésorerie, de perte d'activité, et pas sur un sujet de prêt pour faire des investissements comme on peut l'imaginer par ailleurs. C'est un prêt qui est destiné aux entreprises in bonis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui serait en liquidation avant la période de confinement, avant mars-avril l'année dernière, n'est pas éligible au PGE. En dehors de ce critère-là, toutes les entreprises sont potentiellement éligibles et il relevait des banques du choix de les accompagner ou pas. Le taux d'accompagnement des banques, des entreprises qui ont souscrit un PGE est de l'ordre de 97%. Normandie-Seine, on est à 99%. Pour vous donner l'ordre de grandeur, ce qui ne correspond pas du tout au standard de la banque habituelle. Et donc, c'est bien évidemment du fait de cette garantie qu'on a pu être aussi acceptant. Et surtout, pour ceux qui ont souscrit un PGE l'année dernière, vous savez, dans des délais qui sont excessivement rapides, puisque les délais pour donner une réponse étaient de l'ordre de la semaine ou des 2 semaines sur les financements. Ces prêts ont pu aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2019, en une fois ou en plusieurs. C'est-à-dire que si vous avez fait un PGE en 2020 pour 10% de votre chiffre d'affaires et qu'en 2021, vous avez besoin d'un complément, vous pouvez revenir vers votre banque, demander un PGE jusqu'à 25%. Alors, je dis votre banque ou votre pool de banque, évidemment, en fonction de votre situation.
Et pour les entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires en 2025, des créateurs d'entreprises en 2019, pardon, la possibilité de souscrire un PGE au regard de la masse salariale. Donc, au regard, la norme qui avait été mise, c'était 2 années de masse salariale pour pouvoir souscrire ce PGE. Globalement, quand on regarde les volumétries, l'État avait fixé une enveloppe de 300 milliards d'euros au global pour toute la France, et on a octroyé 120 milliards d'euros, j'ai un chiffre exact, 132 pardon, milliards d'euros. Vous l'avez dans la présentation. Hop là, il faut que j'avance, pardon. Si je ne passe pas les slides, ça ne va pas aller. Donc 132 milliards d'euros pour 650 000 dossiers au niveau national. Vous voyez qu'on est en dessous des enveloppes qui avaient été faites. Alors pourquoi on est en dessous? Parce que beaucoup de banques ont mis en place, et nous les premiers, des systèmes d'abandon de commission, des systèmes de report d'échéance de prêt. Il y a eu un certain nombre de subventions. Il y a eu évidemment de la part des pouvoirs publics du chômage partiel, etc., etc. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises ont pu gérer un mix en fonction de leur situation préalable, avec le PGE ou sans le PGE. Pour nous, globalement, le PGE, c'est 480 millions d'euros accordés pour 3600 dossiers. Retenez qu'on représente entre 25% en montant et 28% en nombre des entreprises sur les 2 départements de Seine-Maritime et de l'Eure, qui globalement est notre part de marché naturelle sur les entreprises, et que globalement, toutes les banques ont plutôt joué le jeu sur ces PGE. Alors, on arrive au terme d'une première phase, et il y a 2 cas de figure. Soit vous n'avez pas tiré de PGE jusqu'à présent et vous souhaitez en tirer un. Vous avez jusqu'au 30 juin pour prendre un court terme de 12 mois pour faire un PGE. Soit vous en avez fait un, et la question que vous vous posez sans doute aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la suite. Avant d'aborder la dimension pratique, je dirais, de traitement de ces PGE, j'aimerais faire un petit point de questions préalables. Parce que finalement, on est, dans le cadre du PGE, sur un court terme avec une option d'amortissement. Mais la question qui va se poser à vous, finalement, c'est de comparer 2 choses. La première, c'est votre situation. La deuxième, c'est vos besoins. Votre situation, et j'ai conscience que dans ce type de conférence, votre situation va être très diverse en fonction des cas particuliers. Vous pouvez avoir eu une entreprise qui n'a eu aucune activité en 2020. Aucun chiffre d'affaires, potentiellement des charges, potentiellement pas de charges en fonction de si vous êtes une entreprise unipersonnelle, si vous avez des salariés ou pas. En tout cas, une situation compliquée, sans activité. Vous pouvez avoir une entreprise qui a, et on en a en tant que client, qui n'a quasiment pas été impactée par l'année 2020, de l'autre côté. Donc finalement, pour qu'elle ait souscrit un PGE ou pas, finalement, on n'est pas dans un sujet de manque de trésorerie, on est dans un sujet d'arbitrage classique, je dirais, d'une stratégie en face de potentiel offert. Et puis, entre les 2 extrêmes, vous avez tous les cas de figure. Entre des entreprises qui ont une activité fortement ralentie, c'est ce qu'on va voir dans des activités d'hôtellerie, de tourisme, d'événementiel, dans certaines filières industrielles, mais qui ont un potentiel de redémarrage rapide en 2021, dès lors que le confinement sera levé, dès lors que la crise sanitaire sera un peu derrière nous, et donc la vaccination va jouer beaucoup là-dessus. Des clients des situations d'entreprises dans des filières qui se restructurent considérablement, et qui donc se posent des questions sur l'horizon du démarrage. Ça peut être le cas de certaines branches de l'aéronautique, par exemple, où on voit que le secteur va être impacté parce que le transport aérien est impacté, parce que de nouvelles problématiques écologiques vont être mises sur la table. Donc ça, c'est tout le sujet du... Comment je peux faire ça? Pardon? Ah. Non, je pense que c'est quelqu'un qui avait son micro, je vais le couper. Je rappelle à tous de bien vouloir couper vos micros. Hop, ça y est, c'est fait. Je vous en prie, François. Merci. Et pour les questions, vous pouvez passer par le chat de toute façon. Et donc, en fonction de votre situation, vous êtes en capacité de faire un diagnostic, et pour ça, je vous invite évidemment à aller voir votre banquier le plus vite possible, et puis de projeter vos besoins. Vous êtes sur un horizon de redémarrage rapide. Est-ce que votre marché naturel est susceptible de redémarrer très très vite au printemps, à l'été, et donc vous avez besoin d'un apport de trésorerie additionnel pour faire des stocks, pour faire de la promotion, pour avancer? Est-ce qu'au contraire, vous êtes sur un redémarrage long et du coup, vous avez besoin de tenir, voire d'investir pour vous moderniser dans cette étape-là? Putain, ça y est, j'ai le truc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Et donc, tous ces éléments-là vont vous conduire à réfléchir à la façon dont vous voulez utiliser les ressources qui sont à votre disposition avec votre banque, avec vos partenaires, éventuellement avec des dispositifs publics.
Et donc, le PGE doit rentrer dans cette logique-là. Et j'y reviendrai un peu après, quand on aura vu les éléments techniques. Donc aujourd'hui, d'un point de vue complètement pratique, je dirais, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an de PGE? Donc, vous avez souscrit un PGE en avril l'année dernière, par exemple. En avril prochain, on est au terme de la période d'un an. Il vous reste plusieurs options sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. La première, c'est l'option du remboursement. Vous décidez que vous n'avez pas besoin de ce PGE, vous voulez rembourser la dette que vous avez souscrite, considérant que globalement c'est une dette de précaution qui n'a plus d'usage, vous ne voulez pas payer de frais additionnels, vous pouvez le rembourser jusqu'à la date d'anniversaire. Vous pouvez décider de rembourser intégralement. Ça vous coûte la garantie BPI, c'est-à-dire en moyenne 250 €. Si vous êtes une PME, vous avez remboursé, enfin en moyenne, pour 100 000 € d'emprunt, 250 €. Du coup, vous êtes débarrassé du PGE, plus de sujet. Deuxième cas de figure, vous souhaitez conserver ce PGE en tout ou partie. Donc, vous pouvez rembourser une proportion que vous souhaitez, et amortir le reste. Pour l'amortissement, vous avez un échéancier possible de 1 à 5 ans, à vous de choisir. Et vous avez la possibilité également de demander un report d'un an additionnel. Donc, imaginons que vous êtes en avril, vous vous dites, moi j'ai envie de rembourser sur 5 ans, mais l'année qui vient est encore un peu incertaine, je préfère décaler d'un an. Donc, vous êtes en droit de demander à votre banque, qui ne peut pas vous le refuser, de décaler d'un an l'amortissement. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 années qui resteront sur les 5 ans, évidemment, vous aurez une part d'amortissement plus importante à payer. Ça, c'est la règle, et donc vous pouvez, dans cet espace-là, ajuster ce que vous souhaitez faire. En contrepartie, il y a un prix. Donc, chaque banque a décomposé son prix, puisque vous avez 2 dimensions. Vous avez le prix de la garantie BPI, vous avez évidemment le prix auquel la banque prête de l'argent, même si nous avons tous pris un engagement auprès du ministère des Finances d'avoir un tunnel qui soit raisonnable pour pouvoir rendre l'amortissement des PGE accessible. Je vais aller au plus simple sur la commission BPI. Globalement, c'est 0,5% la première et la deuxième année, 1% les 3 suivantes. Donc, en fonction de la durée de votre PGE, vous êtes avec une commission qui est plus ou moins chère. Côté banque, vous avez un barème progressif qui va globalement de 0,30 les 2 premières années jusqu'à les banques les plus chères doivent être à 1% sur 5 ans. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, on est à 0,54 sur 5 ans, 0,34 sur les 2 premières années. Et entre les deux, vous progressez au fur et à mesure. Et donc, vous cumulez ces 2 taux, le taux BPI et le taux de la banque, et vous avez globalement le prix que va vous coûter la garantie. Je vous ai mis un tableau. Alors, il est un peu difficile d'abord comme ça, mais en fait, vous allez voir qu'il est très très simple. Il simule en fait ce qui se passe. Lorsque vous avez fait un emprunt de 60 000 € qu'on a imaginé sur 60 mois, c'est-à-dire que vous arrivez en avril, vous dites, moi, je veux amortir mon PGE sur 60 mois pour avoir le plus de marge de manœuvre possible. Donc, on a pris 100 000 € pour avoir un chiffre rond. La phase de court terme, je l'ai dit, vous avez emprunté sur 12 mois, vous remboursez 250 €, ça c'est la base de référence. Après, j'attire votre attention sur un point, qui est qu'à tout moment, bien sûr, dans la vie de votre PGE, vous pourrez décider de le rembourser par anticipation. Pour autant, la garantie BPI est acquise dès lors que vous avez souscrit votre contrat. C'est-à-dire que, je m'explique, vous voulez amortir sur 60 mois, au début, au moment où vous allez signer le contrat, la banque va payer BPI l'intégralité de la garantie. Donc cette garantie, elle est due intégralement. Ce qui veut dire que si au bout d'un an, vous décidez de rembourser par anticipation votre crédit, de toute façon, vous serez amené à payer cette garantie, donc la commission de garantie de la BPI. De la même façon, vous aurez des indemnités de remboursement anticipées, plus les intérêts que vous avez payés sur la période. Ce qui fait que si je prends mon premier cas, un PGE que vous auriez souscrit sur les 60 mois avec un décalage d'un an de remboursement, donc avec un taux bancaire de 0,55, si vous le payez jusqu'au bout, naturellement, je dirais, dans l'amortissement, il vous coûte 3 782,74 €. Mais si vous décidez de le rembourser par anticipation au bout d'un an, il vous coûtera quand même 3 665,79 €. Donc, dit autrement, l'écart est de 100 €. Vous avez un deuxième cas où il n'y a pas de décalage de trésorerie, mais globalement, vous voyez que l'ordre de grandeur est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez décider de faire votre PGE,
vous vous engagez finalement à payer les charges du PGE pour les 5 années qui viennent, quel que soit votre choix par la suite d'amortissement. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à réfléchir à ce moment-là si le PGE est la bonne option pour vous en fonction de votre situation. Et donc c'est là qu'on revient sur la question de la situation propre à chacun. Et pour le coup, je pourrais répondre à vos questions, mais on est dans une configuration où chaque cas individuel est un cas particulier. Le PGE offre l'avantage de maintenir une garantie pour la banque. Donc évidemment, pour la banque, c'est sécurisant. Donc plus votre situation présente une incertitude et plus ce PGE va être intéressant. Mais plus vous allez être dans une situation, je dirais, de confort, où vous avez de la trésorerie, vous avez des fonds propres, vous avez des contrats, donc pas d'inquiétude pour la suite, et moins, en fait, la garantie offerte par le PGE est importante, et plus peut-être vous allez apprécier le PGE au regard de son coût. En termes d'impact sur la notation, par exemple, le PGE ne change rien. C'est-à-dire que la Banque de France va considérer l'année 2020 en fonction de vos résultats, de votre bilan, de votre endettement. Le PGE ne jouera pas. Ce sera un prêt moyen terme de 5 ans dans votre bilan. Pour la Banque de France, votre notation ne sera pas impactée spécifiquement par le PGE par rapport à un autre type de financement. Et donc, dans votre notation Banque de France, comme dans l'appréciation du risque par les banques, vous allez avoir évidemment l'impact de l'année 2020 qui va jouer et l'impact de votre endettement. Typiquement, on voit déjà des assureurs crédits qui revoient à la baisse le niveau de garantie qu'ils accordent sur un certain nombre de contreparties. Sur un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de filières, les couvertures ont été divisées par 2, par exemple. Et donc, votre établissement bancaire, de la même façon, va regarder votre situation à l'aune de l'année 2020. Et là, c'est là que je vais insister, je vais sortir un peu du PGE, et évidemment, je pourrais répondre à toutes les questions que vous vous posez spécifiquement sur le PGE après, mais je voudrais vraiment vous amener à réfléchir à d'autres éléments. Pourquoi je vous dis ça? On sait généralement, quand on est du côté de la banque, qu'un client qui a une entreprise et qui a une incertitude préfère d'abord résoudre par lui-même cette incertitude avant d'aller voir son banquier. Et c'est généralement la mauvaise approche à suivre. L'année 2020 va être compliquée pour un certain nombre d'entre vous, même pour la banque. Nous, on a perdu du PNB, enfin du chiffre d'affaires sur la banque en 2020, enfin, comme une entreprise normale. La plupart des entreprises vont perdre du chiffre d'affaires. Et la façon dont on va devoir travailler avec vous, ça va être de faire un saut au-dessus de l'année 2020. On va prendre les éléments des années précédentes, 2019 typiquement, pour regarder quelle est la structure de rentabilité de votre entreprise. On va regarder évidemment la situation en trésorerie au moment où on analyse le dossier, donc à fin 2020, premier trimestre pour les dossiers d'avril, en regardant finalement, est-ce que vous avez un trou de trésorerie ou pas? Est-ce que vous avez des fonds propres qui vous sécurisent ou pas? Est-ce que vous avez une structure d'endettement qui, au regard de votre situation aujourd'hui, pose problème ou pas? Et on va projeter tout ça dans un monde à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Et c'est ça qui va être intéressant, qui va nous permettre de déterminer l'accompagnement qu'on peut avoir sur votre entreprise, c'est de pouvoir projeter en fonction de vos carnets de commandes, en fonction de votre secteur, en fonction de la façon dont vous organisez votre reprise économique, si je l'appelle comme ça, eh bien, la perspective de reconstruction de votre rentabilité, si elle était un peu dégradée en 2019, ou en tout cas de reconstitution de votre trésorerie, pour savoir comment vous accompagner. Et là, pour le coup, l'univers des possibles est très très large. Et c'est en ça qu'il est véritablement essentiel d'aller voir vos conseils. Alors, si votre conseil, c'est plutôt votre comptable, allez voir votre comptable. Si c'est plutôt en réseau d'entreprise, si c'est la CCI, si c'est votre banquier, idéalement, réunissez plusieurs avis, ça vous fera jamais de mal. Mais en tout cas, allez vous renseigner sur l'univers des possibles. Ne restez pas avec un doute et avec l'idée que finalement, le regard qu'on va porter sur vous sera forcément un regard de doute ou un regard négatif. C'est véritablement quelque chose qui pourra vous aider à construire la solution qui vous permettra de rebondir. Et je le dis avec d'autant plus de force qu'en tant que banque régionale, notre enjeu à nous, c'est d'aider le territoire à rebondir et donc d'aider les entreprises et les entrepreneurs à franchir ce cap du Covid pour aller vers autre chose, vers du développement, vers des projets. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Je vous ai mis une autre référence parce que là, je parle beaucoup de banques, d'accompagnement, je vais y revenir. Mais il y a aussi d'autres éléments. L'État, la région ont mis énormément de solutions en place pour accompagner les entreprises. Alors évidemment, vous avez le chômage partiel, vous connaissez tous, vous avez vu des reports d'échéance
fiscale sociale, voire des abandons sur des secteurs qui avaient été administrativement fermés. Mais vous avez aussi des garanties qui ont été mises en place, des solutions en garantie, en fonds propres pour compenser lorsque les pertes de trésorerie étaient très très fortes pour des arrêts d'activité complets sur 2020, etc., etc. Et nous accompagnons via une plateforme qui s'appelle Finreca, donc l'entreprise BPA, qui recense tous ces dispositifs d'accompagnement. Donc vous pouvez aller, vous tapez l'adresse de ce moteur sur Internet, c'est gratuit, vous avez accès à toute une liste de financement, et il vous propose évidemment des accompagnements à côté si vous souhaitez aller plus loin. Mais ça vous permet d'identifier au travers des différents réseaux, auprès des différents acteurs publics, quel type d'accompagnement vous pouvez avoir, quel type de financement, d'aide, etc., etc. En matière de financement, et là pour le coup je reviens sur le monde de la banque, les questions que vous devez vous poser sont des questions en lien avec votre situation, je le disais tout à l'heure, ce qui veut dire que le PGE peut être un outil rigide et relativement cher à utiliser si vous cherchez de la souplesse, par exemple. Et donc, si vous cherchez à financer votre cycle d'exploitation, votre trésorerie, vous avez probablement intérêt à discuter avec votre banque sur d'autres éléments, des courts termes, des ouvertures de crédit, des billets, de la facturage éventuellement, qui peut être plus cher, mais qui vous offre des assurances à côté. Voilà. Si vous avez des stocks, des financements adossés, ça peut être aussi très pratique pour vous. Les fonds propres, et là, vous avez un sujet, si vous étiez un peu fragile en fonds propres, ou si, et là, je prends le cas inverse, vous avez envie, dans ce contexte d'incertitude, de développer votre entreprise par croissance externe, des dispositifs de fonds propres avec des sociétés de capital investissement, qui soient des sociétés de capital investissement d'accompagnement, de capital patient, comme on les appelle au Crédit Agricole, ça peut être utile pour vous. Donc, on a évidemment, nous, une société qui s'appelle Unexo qui fait ça. On a créé en 2020, pour aller plus loin, Normandie Seine Participation pour renforcer notre capacité à accompagner les entreprises en capital. Et puis, pour des entreprises dont la situation serait un peu plus, qui nécessiterait plus d'analyse, on participe avec la région à la création d'un fonds de rebond pour permettre d'élargir le champ sur lequel on peut intervenir et encore une fois, permettre au plus d'entreprises possibles de se remettre dans une situation de développement et le plus rapidement possible. Les investissements, le développement, je ne vais pas en parler, ça va très très vite, vous connaissez ça généralement par cœur, mais sachez que un sujet qui peut être intéressant pour vous, si vous êtes propriétaire de votre siège social par exemple, la loi fiscale a bougé, vous pouvez faire un leaseback immobilier qui vous permet d'amortir la plus-value fiscale sur beaucoup plus longtemps plutôt que de la payer aujourd'hui, donc l'amortir sur 10 ans, et ça peut vous régénérer via un crédit bailleur du cash immédiat. Vous voyez que ce type de solution aussi peut être à étudier. Et puis évidemment l'accompagnement dans le développement, puisque on parle beaucoup de crise, on parle beaucoup de situation de trésorerie, on parle beaucoup de tension, mais cette crise elle va passer, que ce soit au printemps, à l'été, à l'automne, elle va passer, donc l'économie repartira, et aujourd'hui les prévisions de croissance sont déjà de 4, 5, 6% en fonction des univers. Des zones géographiques apportent probablement plus de croissance que la nôtre, puisqu'on est toujours chez nous en France et peut-être en Europe, des économies à résilience forte, mais à redémarrage long. L'international peut être un sujet de développement. Et là, de la même façon, on peut vous accompagner, que ce soit pour aller faire des études prospectives, que ce soit sur des garanties, avec la BPI, avec des solutions propres à Normandie Seine. D'autres banques également proposent des solutions, sans doute moins bonnes que les nôtres, mais elles existent. Et puis, derrière, donc on peut vous accompagner pour aller chercher d'autres clients, sécuriser des débouchés. Dernier sujet, et après je vous laisserai la parole, la couverture des risques. Et là, je pense notamment au sujet de fraude. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec tout ça? Eh bien, figurez-vous qu'on a vu en 2020 un accroissement considérable de la fraude, sur les particuliers évidemment, mais aussi sur les entreprises, dont un nombre croissant sont sollicités pour des attrape-nigauds. Quand on le dit comme ça, vous avez l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais aussi des fraudes extrêmement sophistiquées qui font que certaines entreprises perdent 10, 15, 20 000 euros. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a souvent besoin d'être accompagné en termes de diagnostic de sécurité informatique, diagnostic de pratique, diagnostic d'assurance. On peut vous accompagner évidemment là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel un certain nombre d'entreprises ont été fragilisées en 2020 et sur lequel il faut prêter une attention très très forte. Alors vous voyez, et pour conclure sur le sujet du PGE, finalement le PGE c'est une brique qui peut être utile et qui est très utile dans un certain nombre de situations.
Il y a d'autres éléments qui peuvent se présenter à vous en fonction de votre situation propre. L'objectif, évidemment, pour vous comme pour nous, c'est de revenir vers du développement, vers de la croissance, vers des projets. Et c'est comme ça que nous, on regarde vos entreprises, avec l'idée de trouver des solutions qui vont vous permettre le plus rapidement possible d'aller dans un contexte de développement vers à nouveau de la croissance. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions, qu'elles traitent du PGE ou qu'elles traitent d'autres solutions. Et je vous laisse la parole. François, on a une question sur le chat. Je vous la lis parce que je ne sais pas si avec la présentation vous y avez accès. C'est Nicolas qui demande quelle est la règle de calcul du montant du PGE pour les PME ayant démarré courant 2019 et donc très peu de chiffre d'affaires en 2019 et 2020 et très peu de masse salariale en 2019 et 2020. Alors, la règle, elle est basique, hein, c'est 25% du chiffre d'affaires ou c'est 2 années de masse salariale. Donc, si vous prenez votre masse salariale prévisionnelle à fin 2020, vous en calculez 2 ans et globalement, c'est ça qui va vous servir de référence pour le PGE. Donc, je suis conscient que pour un certain nombre de créateurs récents, ça donne une situation un peu compliquée parce que dès lors que votre masse salariale par nature est limitée, 2 années de masse salariale à partir d'aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi à partir d'aujourd'hui? Si vous prenez votre référence, si je comprends la question, sur le premier trimestre, par exemple, on peut projeter effectivement sur 2 années. Mais la référence est 2019. Excusez-moi, je peux prendre la parole, c'est Nicolas, justement. Nicolas. Je vous en prie. Oui, juste pour que je comprenne, pour être sûr, la masse salariale, mon entreprise a démarré il y a 2 ans et 1 mois, sauf que j'ai commencé à avoir de la masse salariale il y a uniquement 1 an et demi. Donc en 2020. Donc j'ai commencé à avoir effectivement un salarié à partir de octobre ou novembre 2020. Et aujourd'hui, effectivement, je ne vois pas comment on peut calculer 2 années de masse salariale. Est-ce que c'est une moyenne? Est-ce qu'on peut par rapport à aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde, mais j'avais personne, moi, il y a encore 1 an et demi. Oui, alors, oui, effectivement, alors, je n'ai pas été clair. Les 2 années, c'est un équivalent 2 années, ce n'est pas les 2 années passées. Donc, vous prenez votre masse salariale, par exemple, sur décembre 2020, vous le projetez sur 2 ans et c'est ça qui va vous servir de base. D'accord, très bien, merci. François, il y avait 2 questions au-dessus que je n'avais pas vues quand je faisais rentrer les participants. Je les prends. Il y en a une qui doit faire écho quand vous citiez des taux. C'est Marie-Laure Mathieu qui demande si ces taux étaient hors assurance. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis, alors, ça dépend ce que vous appelez assurance. Ce sont des taux avec évidemment le coût de la liquidité, le coût de la garantie BPI, mais par contre, si vous souscrivez une assurance d'essai, c'est à côté. Donc, elle n'était pas comprise dans les taux que j'ai donnés. Et ça, pour le coup, les taux sont spécifiques à chaque banque. Et enfin, peut-être que vous la voyez, mais j'ai Soria Aurélien qui demande: ma banque m'a indiqué que l'assurance était obligatoire en cas de remboursement sur 5 ans, mais il me semble que vous l'avez évoqué. Est-ce exact? Non, c'est non. Alors, ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire, l'assurance ne peut pas être rendue obligatoire. Par contre, la politique de la banque peut être de ne pas faire de financement sans assurance. Mais une banque n'a pas le droit de vous imposer de prendre son assurance adossée à son crédit. C'est interdit. Si ce participant est là et veut prendre la parole pour compléter, vous êtes évidemment, vous pouvez. François, est-ce que vous voyez la dernière question qui vient de tomber? C'est plus facile, je pense, quand on les lit que quand moi je vous les lis à haute voix. Dites-moi, sinon je vous en fais part. J'ai fait une demande de PGE en janvier, je suis dans l'attente d'une réponse. J'ai fait cette demande car je vois plus loin que 2021. J'ai besoin d'investir pour augmenter mon chiffre d'affaires. Dans mon idée déjà, d'amortir le PGE sur 5 ans. Est-ce une bonne réflexion? Alors, posé comme ça, c'est compliqué de vous répondre parce que ça dépend véritablement de votre situation et de votre trajectoire. Je vais vous donner juste une illustration. Si votre sujet, c'est d'avoir une croissance rapide et ou d'aller dans une transformation d'entreprise massive, vous allez, à un moment ou à un autre, être confronté à une situation de solvabilité. C'est-à-dire, quel est le niveau de fonds propres dont vous disposez pour pouvoir recevoir du financement des banques. Et donc, votre sujet, ça va être à un moment un sujet de fonds propres. Donc, le PGE ne répond pas du tout à ça. Si votre sujet, en revanche, est d'avoir un développement, je veux dire n'importe quoi, de 5 à 10% par an, et que vous vous dites qu'avec ce financement à 5 ans, ça vous permet d'avoir une trésorerie adaptée à votre démarche parce que
finalement, vous avez avec ça un peu de trésorerie et un peu de capacité à financer 2-3 matériels, ça peut être une solution. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez sans doute besoin d'aller poser avec votre banquier les différentes étapes de votre développement pour déterminer de quoi vous avez besoin, en quoi vous avez besoin de souplesse, en quoi vous avez besoin de structuration dans la durée, en quoi vous avez besoin d'être sécurisé et en quoi votre banquier a besoin d'être sécurisé. Et c'est ce mix-là qui va faire que la solution est bonne ou pas. Alors, madame demandait si vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas, et puis après on passera à la question de la société MHTech. Madame, si vous souhaitez réactiver votre micro, c'est complètement possible. Bon, en attendant, j'ai donc la société MHTech qui vous demande, j'ai vu un prêt PGE in fine, est-ce possible de le contracter? Techniquement, c'est pas interdit. Techniquement, c'est pas interdit. La loi ne l'interdit pas. Nous, on ne le propose pas parce que une dette in fine, c'est toujours un truc très très compliqué. Ça peut paraître intéressant comme ça parce qu'effectivement, vous vous dites pendant 5 ans, je rembourse rien. Il faut avoir en tête que ça coûte excessivement cher et que vous créez des murs. Et généralement, l'expérience montre que un mur de financement, c'est généralement là que l'entreprise se retrouve dans une situation d'incapacité parce que vous avez votre gestion courante et ce mur, vous le reportez. Donc, en fait, il est peu intégré dans votre gestion. Et donc, on utilise du in fine généralement quand on est dans des cadres de transmission d'entreprise, assez rarement, voire jamais, pour du financement d'activité, financement courant de BFR, de stock, etc., etc. Donc, encore une fois, techniquement, ce n'est pas interdit. Pratiquement, on ne le propose pas. Et je ne pense pas que beaucoup de banques le proposent, sauf dans des montages structurés. Donc là, on va être dans des univers un peu différents, plutôt sur des grandes entreprises. Des contraintes. Monsieur Huret demande s'il y a des contraintes dans l'utilisation du fonds du PGE. Non, non, c'est un prêt de trésorerie. Je reviens sur le point de départ, parce que c'est important de l'avoir en tête. C'est un prêt de trésorerie qui est là pour compenser la perte de trésorerie générée par une baisse ou un arrêt d'activité durant la crise due au fait du Covid. Ce qui veut dire que c'est une trésorerie qu'on vous apporte pour pouvoir gérer de manière courante l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'affectation. C'est une des particularités. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, vous l'aurez peut-être tous lu, mais le président de l'UIMH qui est là et qui indique qu'ils ont sollicité auprès du gouvernement le décalage d'une année sur l'amortissement des entreprises qui font le choix de décaler la première année. Donc, j'ai envie de dire à surveiller et à voir. De toute façon, sur le sujet des PGE, on sait que ça va encore bouger. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est important de l'avoir en tête, sur le portefeuille Normandie-Seine, je ne parlerai que pour Normandie-Seine, parce que c'est là où c'est l'entreprise dont je connais le mieux les chiffres, on a octroyé des PGE à 20% des clients. Et ce n'est pas 20% parce qu'on était sélectif, puisqu'on a accordé 99% des PGE demandés. Mais 20% parce que tout simplement, on n'a que 20% des clients qui nous ont sollicité sur les PGE. Sur ces 20%, on estime aujourd'hui, prenez ce que je dis avec beaucoup de guillemets, c'est une estimation à date, que globalement, pour 90% des clients, ça ne posera pas de difficulté particulière de rembourser le PGE et que 10% vont nécessiter un accompagnement, soit de repenser un peu la structure de leur dette, soit éventuellement de reporter certaines gestions, etc. Et vous voyez qu'on est sur des proportions qui sont somme toute limitées par rapport à la crise telle que, en tout cas, moi, je l'imaginais en juin. La résilience des entreprises a été très, très forte. Et autant on a des crises sectorielles, on a des secteurs qui sont véritablement fortement touchés, et puis on a des secteurs qui ne le sont pas. Donc on n'est pas sur une crise globale du point de vue économique. Je mets le social de côté. Mais ça veut dire que pour ces clients-là, va se poser la question, évidemment, de la durée. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a été très, très fortement impactée en trésorerie, qui a souscrit un PGE, qui va l'amortir sur 5 ans, pour un certain nombre d'entre eux, ils ne pourront pas amortir sur les 5 ans. Donc, ça va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises-là qui auront besoin de 7 ans, 8 ans, 10 ans pour amortir le PGE. Et là, il me semble qu'il peut y avoir encore des mouvements de la part du ministère des Finances pour voir si on décale d'un an, de 2 ans, de 3 ans, pour créer des facilités. Vous savez que ça a été déjà adapté pour le monde de l'hôtellerie, restauration, du tourisme, donc avec des PGE saisonniers un peu spécifiques qui couvraient la partie de l'année d'activité jusqu'à 50% chiffre d'affaires annuel, qui pouvaient être décalés 18 mois, etc., etc. Donc, il y a eu un PGE spécifique là-dessus.
mais qui a été peu souscrit. Et peu souscrit sans doute parce que une partie des acteurs se sont dit, j'ai pas d'activité, je peux l'ajuster en ajustant mes charges, et prendre de la dette que je devrais rembourser demain, c'est peut-être pas la meilleure solution si c'est juste pour couvrir des pertes d'aujourd'hui. Et donc ces échéances qui étaient beaucoup plus longues, en fait, n'ont pas été beaucoup souscrites par nos clients. Donc voilà, c'est sans doute, le sujet va encore bouger, mais c'est peut-être pas la solution qui sera plébiscitée par les entreprises. François, je vous laisse reprendre les questions. À partir peut-être, on verra si monsieur peut intervenir ensuite, mais Boris Dorès, par exemple, et puis à la suite. Alors, donc j'ai Delphine depuis Chaffray, et je n'arrive pas à prendre la parole, problème de micro. En fait, pour compléter, je suis dans le domaine du tourisme, camping, que j'ai repris en 2017. Il faut investir dans le locatif pour développer mon chiffre d'affaires. La saison 2021 est encore incertaine. Je me dis qu'il vaut mieux contacter un PGE car la banque ne me fera aucun prêt si mon chiffre d'affaires est encore en baisse en 2021. Je suis assez d'accord sur le fait de dire que vous avez sans doute intérêt à souscrire un PGE dans ce cas-là. Il est fait pour ça. Là, pour le coup, on est au cœur du sujet du PGE. Il est fait pour ça puisque moi, en tant que banque, j'ai moins de crainte à vous prêter face à cette incertitude dès lors que j'ai cette garantie à 90%. Pour autant, ça n'empêche pas de regarder le reste. Effectivement, alors pour le coup, vous êtes véritablement dans le domaine le plus impacté par la crise du Covid, avec une incertitude dont j'espère qu'elle se lèvera au printemps et que les annonces du gouvernement seront réelles avec la vaccination et la levée progressive des contraintes d'ici la fin du printemps, le début de l'été. Mais aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Donc pour votre cas, je vous l'accorde, le PGE, à mon avis, est la solution, en tout cas le cœur de solution qu'il faut aller chercher. Nous avions une question juste au-dessus. Y a-t-il des frais annexes, dossier caution? Pouvez-vous revenir sur l'assurance facultative, mais sans laquelle la banque peut refuser de faire le financement? Alors, frais annexes, normalement, non, à part les indemnités de remboursement anticipé, mais normalement, il n'y a pas de frais sur le PGE. Pour l'assurance, en fait, l'assurance décès invalidité, c'est exactement la même chose que pour un prêt classique. C'est-à-dire que lorsque vous souscrivez un prêt, votre banque peut vous demander d'avoir une assurance en fonction de votre âge, de la situation, de votre spécificité en tant que dirigeant, si vous êtes tout seul dans l'entreprise, etc., etc. De manière à sécuriser, si vous arrive quelque chose, le remboursement des encours. Donc la banque est en droit de vous le demander, considérant votre situation. En revanche, elle n'a pas le droit de vous dire « je vous demande de prendre une assurance et vous allez devoir prendre la mienne ». Pour le coup, si vous préférez aller prendre une autre assurance ailleurs, vous avez la possibilité de dire « j'ai un assureur », par exemple, ou une autre banque qui va faire l'assurance à votre place. Après, ce sont des sujets qui se négocient et qui se discutent avec sa banque. Généralement, quand une banque demande une assurance décès invalidité, c'est autant pour se sécuriser, elle, en tant qu'établissement bancaire, que vous. C'est-à-dire que si vous décédez ou si vous êtes invalide, et je vous le souhaite à personne évidemment, et que vous avez votre entreprise, cette assurance couvre le remboursement. C'est-à-dire que votre entreprise ou vos héritiers, le cas échéant, en fait, sont couverts de ces remboursements, sachant que l'effet aggravant, c'est que si c'est vous le chef d'entreprise et que vous êtes seul aux manettes, pour le coup, l'entreprise va être en grande difficulté. Donc, toute dette qui sera couverte par l'assurance est une sécurité pour vos ayants droit. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'analyser. Pour autant, encore une fois, je le répète, la banque ne peut pas vous imposer sa propre assurance. Alors, je les remonte un peu pour être sûr de n'en louper aucune. Est-ce que l'entreprise qui choisit unilatéralement la durée d'amortissement ou la banque peut-elle refuser? Est-ce l'entreprise qui choisit la durée d'amortissement ou la banque peut-elle refuser ce choix? Alors, c'est plutôt l'entreprise. C'est plutôt l'entreprise. Après, il faut être réaliste. C'est-à-dire que si vous dites je veux rembourser sur 2 ans et qu'il n'y a pas de trésorerie, globalement, ça va être un peu compliqué. Mais c'est plutôt l'entreprise qui décide de l'amortissement. Ok, je voulais reprendre dans l'ordre. J'ai une thème de questions, mais je ne suis pas sûre d'avoir la vraie question. J'ai une question sur les reports des crédits classiques et des crédits baux. Mais là, peut-être qu'il en faudrait qu'on en sache un petit peu plus. Et sinon, je ne sais pas si vous voyez les 3 dernières questions, François. Attendez, hop, je descends. À votre avis, quelle est la meilleure solution pour une TPE qui a besoin de trésorerie liée à une croissance importante que je n'arrive pas à financer? Alors ça, il faudrait voir. Je ne peux pas vous répondre dans l'absolu, c'est trop large.
J'allais vous dire, il faudrait aller voir votre banquier, mais j'imagine que si vous posez la question comme ça, c'est que vous l'avez déjà fait. Généralement, le sujet, c'est le business plan, sa crédibilité. Est-ce que vous êtes sur un schéma connu, classique, et auquel cas, en fait, qui apporte dans son déroulé une certitude parce que vous êtes capable de le documenter ou pas? Est-ce que vous avez des garanties? Est-ce que vous avez des fonds propres? Est-ce que vous avez vous-même une expérience? Puisque le principal actif d'une TPE, c'est d'abord l'entrepreneur, donc c'est celui qui l'a créé. Mais là, répondre comme ça, c'est un peu compliqué pour moi, honnêtement. Il y aura toutes les coordonnées à la fin pour à la fois prendre soit contact avec le Crédit Agricole, mais soit également avec la CCI qui peut vous accompagner. Et je vous en renverrai dans le mail une plateforme où vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un conseiller sur votre agenda. Donc, il y aura des solutions qui vous seront offertes. On avait ensuite… de prendre une assurance facultative car le PGE est garanti par l'État. Alors, le PGE est garanti si vous faites faillite, mais gardez en tête que la garantie de l'État, elle s'exécute après les process de recouvrement. Dit autrement, si vous avez une entreprise que pour une raison ou pour une autre, il vous arrive malheur, d'abord, l'exercice, ça sera de recouvrer les créances, et à la fin, au niveau de la liquidation, la garantie va jouer. Ce qui veut dire que, à l'inverse, tant que vous n'êtes pas en liquidation, la personne qui reprend l'entreprise, que ce soit quelqu'un de votre famille, une cession ou quelqu'un d'autre, devra rembourser la dette. L'assurance, par contre, elle, vous prémunit contre le remboursement de cette dette si vous êtes dans la capacité de la couvrir, de l'honorer, par votre situation personnelle. Est-il possible d'annuler l'assurance du PGE imposée par la banque et si oui, comment? D'annuler l'assurance du PGE imposée par la banque. Si vous avez souscrit un contrat, j'ai envie de dire, vous êtes tenu au contrat, sauf à considérer que le contrat a été signé de manière irrégulière, auquel cas on est sur un litige avec la banque, mais normalement, vous avez signé un contrat, c'est le contrat qui vous engage. Il existe des dispositifs institutionnels de financement et de garantie des TPE. La plateforme de recherche Finreca peut vous aiguiller en ces recherches. Oui, c'est vrai. Ah oui, Inès, pardon. Il y en a une juste en dessous. Ah oui. Nous avons fait le report des crédits pour 1 an. Pourrions-nous les reporter jusqu'à la fin de la situation sanitaire? Alors là, j'avoue que quand vous dites le report, ça veut dire que vous avez pris un report d'1 an et après début de l'amortissement? J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Pardon. Ouais, je vais peut-être plus formuler en prenant la parole. Nous avons reporté les crédits jusque-là, jusqu'au mois de mars, c'est reporté. Et là, la situation, il n'est pas démarré. Nous, on est plus dans le transport des personnes, des autocaristes. Et nous avons des autocars qui sont sur le crédit beau. Et nous voudrions encore les reporter pour 6 mois parce que les activités, ils ne sont pas repris car nous sommes dans le tourisme. Est-ce que après 1 an de report, nous pouvons encore continuer de les reporter ou les banques, ils ont des critères spécifiques pour le report de crédit bail, par exemple? Alors, il n'y a rien de légal au sens où si vous avez un crédit bail, il n'y a aucune loi qui dit que vous n'avez pas le droit de reporter. Le sujet du crédit bailleur, généralement, c'est que la durée du prêt est plus ou moins adossée à la valeur de l'actif. Et en fait, c'est ça qui va poser question à la banque, c'est que, enfin au crédit bailleur, c'est que si vous reportez trop longtemps le remboursement, à un moment, l'actif ne vaut plus la dette. Et donc, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle un risque résiduel sur l'actif. Pour autant, donc y a pas, enfin, pour dire les choses différemment, il n'y a pas de règle absolue. Et là, pour le coup, c'est une négociation gré à gré avec votre banque. D'accord. Et si la banque il a le droit actuellement de refuser, par exemple, cet report des crédits ou non? Oui, elle a le droit. Elle a le droit. La banque a le droit de vous dire qu'elle refuse de renégocier, considérant que vous devez vous tenir au contrat au départ. Donc, vu la configuration, généralement, la discussion peut s'ouvrir. Mais après, pour différentes raisons, effectivement, ça peut ne pas être possible. Si vous avez déjà reporté plusieurs fois, en fonction de la nature des actifs qui ont été financés. Donc, il peut y avoir beaucoup de raisons. Généralement, en ce moment, on est plutôt bienveillant sur ces sujets-là parce que tout le monde sait que la situation du tourisme est compliquée. Mais encore une fois, c'est du gré à gré.
D'accord, donc ce sera au choix de banque s'il voudrait ou il ne voudrait pas, c'est ça? C'est ça. Alors, moi, je dirais plutôt, en fait, ça va dépendre de l'échange que vous pouvez avoir avec eux et de la façon dont vous allez mettre en perspective les sujets. Mais effectivement, la banque aura un droit de dire j'accepte ou je refuse. Ok, merci. Est-ce que la banque va demander le bilan 2020 finalisé avant de valider le plan de remboursement choisi? Ce que vous appelez le plan de remboursement choisi, c'est sur le PGE. Alors, généralement, on demande, enfin, si votre banque ne vous demande pas votre bilan 2020, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, d'avoir le maximum d'informations sur l'entreprise. Alors, information, ça peut être le bilan, c'est ce qui est le plus propre parce que c'est fini, c'est validé, etc. Mais aussi d'avoir une vision de ce qui s'est passé en 2021 au-delà des flux bancaires proprement parlé. Donc, à minima, d'avoir une vision sur la situation de l'entreprise, son activité, son potentiel. Et du coup, c'est avec ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est avec ça qu'on peut déterminer la solution qui paraît le plus adaptée. Donc, pour le PGE, l'option, elle est à vous. Donc, techniquement, vous n'avez pas besoin de présenter un bilan pour l'amortir. Vous avez déjà fait le court terme. Vous avez une option d'amortissement. La banque ne peut pas la refuser. Donc, pour le coup, ça ne peut pas être une condition de cet amortissement. Pour autant, je vous invite assez fortement à venir avec le maximum d'informations pour pouvoir discuter avec votre banquier et envisager les options possibles et surtout ne pas attendre que votre banquier ait peur si jamais vous êtes dans une situation de trésorerie un peu tendue. Parce que c'est toujours plus simple de discuter avant que de discuter après. Ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas hésiter à aller prendre contact avec son banquier au moindre doute et sans forcément essayer de tout résoudre tout seul avant et laisser une situation se détériorer. Un, c'est très anxiogène et deux, c'est généralement comme ça qu'on arrive à la fin où il n'y a plus de solution. Sachant que les miracles existent assez peu, donc si vous ne voyez pas de solution pour renflouer votre trésorerie dans les 3-4 mois, vous avez quand même de grandes chances pour que votre trésorerie ne se renfloue pas dans les 3-4 mois. Donc il vaut mieux anticiper que ça peut être plus difficile dans 3-4 mois, aller voir votre banquier ou des opérateurs qui peuvent vous aider, ça peut être évidemment des subventions, la région, etc. Mais le banquier est quand même là pour ça, et d'aller travailler avec lui sur la façon dont on peut passer ces quelques mois suivants, et puis regarder en fait quelles sont les options qui s'offrent à vous en fonction de votre planning de reprise d'activité. Merci. Il nous reste 10 minutes d'intervention. S'il y avait quelques dernières questions, on les accueillerait avec plaisir. Oui. Alors, si la situation s'est paradoxalement améliorée en 2020, peut-on quand même augmenter le PGE dans la limite de 25%? Alors, je comprends à votre question que globalement, vous faites un bilan 2020 où la crise du Covid a eu peu ou pas d'impact, voire que globalement, ça va bien. Et donc, vous vous demandez, est-ce que je peux demander un financement de type PGE quand même? Alors, je vais avoir une réponse en deux temps. La première, c'est normalement non, puisque l'esprit du PGE, c'est bien de compenser une perte de trésorerie liée au Covid. Donc, normalement, si vous allez voir votre banquier et vous lui dites tout va bien, j'ai un résultat en croissance, j'ai des projets, je veux faire des acquisitions, faites-moi un PGE, normalement, il doit vous dire non. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant de faire un PGE dans ce cas-là? Et la réponse, globalement, la plupart du temps, s'il s'agit de financement courant, va plutôt être non aussi. J'ai aussi entendu parler de prêts participatifs par la région. Avez-vous plus d'infos? Alors oui. Donc il y a des solutions de prêts participatifs qui sont en train de se développer. Donc au niveau de l'État, au niveau des banques, nous on est en train de finaliser aussi un dispositif de prêt participatif chez nous aussi, sectoriel et plus général. La région met en place. Alors un prêt participatif, c'est un prêt un peu particulier. C'est comme un financement, sauf que il est considéré par les banques comme des quasi-fonds propres. C'est-à-dire qu'il va être relativement long, sa rémunération va être globalement indexée à la performance de l'entreprise, et donc du coup, on va le considérer comme si c'était une partie des fonds propres. Et du coup, ça peut permettre de consolider la dimension capitale et donc d'aller chercher à côté des financements complémentaires. La difficulté là, l'avantage, c'est celui-là. Et du coup, sont des prêts qui sont un peu plus risqués pour la banque parce qu'ils sont
Dans l'ordre des remboursements, ils ne sont pas prioritaires. En revanche, ils offrent généralement une rémunération plus importante si l'entreprise a une situation de rentabilité qui s'améliore. Donc, ça peut être un compromis assez intéressant parce que ce n'est pas déductif au niveau des fonds propres. C'est quelque chose qui va se rembourser. Donc, on est sur des périodes généralement de 5 à 10 ans. La moyenne étant 7 ans. Et la rémunération du prêt participatif va être liée à la performance de l'entreprise. Petit inconvénient, la Banque de France le considère comme un prêt. Donc en fait, elle va quand même considérer que ça rentre dans l'endettement de l'entreprise, donc ça n'ameillore pas votre notation Banque de France. Donc c'est le petit sujet. Et donc pourquoi en fait toutes les banques et la région et l'État, tout le monde lance ce type de prêt participatif? Parce que c'est une brique additionnelle. Donc je peux intervenir en fonds propres. Donc pour une banque, c'est ce qui est le plus risqué. Mais par contre, si l'entreprise se développe, je vais partager les plus-values avec l'entrepreneur. Et j'ai la dette, c'est ce qui a de moins risqué parce que je vais le rembourser en premier dans l'ordre financier. Mais par contre, la rémunération, ça va être un taux d'intérêt fixe ou variable, mais relativement limité. Et puis, il y a cette branche intermédiaire qui permet de prendre un peu plus de risques. Donc, c'est quelque chose qui était tombé en désuétude sur les dernières années et qui, avec la crise, revient sur le devant de la scène. Donc, c'est en train d'apparaître là en ce moment avec les dispositifs publics. Donc, ça fait partie de la gamme. Nous, on va le lancer probablement dans les 2 mois qui viennent, le temps de faire la mise en marché. Voilà. Si je peux me permettre, M. Tinel, pour apporter quelques informations. Bien sûr. Yann France de l'UMI, concernant le prêt participatif de la région. En fait, il est dédié aux PME qui ont fait appel au PGE. Le but de ce prêt de la région, c'est pour rembourser le PGE pour les entreprises qui vont rencontrer des difficultés parce que les échéances allaient de 4 ans ou 5 ans maximum, pour étaler, comme vous venez de l'évoquer, sur une période de maximum 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut commencer à payer la première échéance que dans 3 ans. Et après, on rembourse sur les 7 ans. Après, on peut choisir également l'échéancier. On peut le rembourser sur 6 ans, 7 ans, 8 ans, comme on le souhaite, ou à partir de la 2e année, 3e année. C'est une facilité, mais il est dédié uniquement aux entreprises qui ont fait appel au PGE. C'est pour rembourser le PGE, hein, ce qui a été mis en place par la région, je parle, hein, bien évidemment. Et c'est des experts comptables qui montent les dossiers uniquement. Hein, voilà pour quelques informations supplémentaires. Merci pour ces compléments. Effectivement, c'est une option. Merci. Merci François, il reste quelques petites minutes. Je pense qu'on a eu beaucoup de questions, mais on serait ravis d'en traiter une dernière si c'était le cas. Donc, je vous le redis, on va vous envoyer à tous le support de cette réunion, les coordonnées de nos intervenants, mais également de la Chambre de commerce. C'est un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller de la CCI qui peut aussi faire avec vous le bilan de la situation de votre entreprise et vous accompagner. Voilà, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On arrive à l'heure qui était prévue. Merci François, merci Inès d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous. C'était un plaisir. Merci pour vos questions. Merci à vous tous d'avoir participé. On vous donne rendez-vous sur nos prochains webinaires et tables rondes. On vous enverra également le planning dans ce petit mail récapitulatif. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour des rendez-vous et des bilans sur votre société. Bon après-midi, bon appétit pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, à très vite sur des prochains webinaires. Merci, à bientôt. Merci.